sur une enquête qu'on a sortie hier, une enquête où tu révèles un document exclusif, un rapport de plusieurs ONG qui révèle que la France a livré des armes de manière continue à Israël. La semaine dernière, mercredi, le média Disclose publie une enquête où on révèle en tout cas qu'un porte-conteneur va faire escale à Fos-sur-Mer, à côté de Marseille, pour récupérer des armes à destination d'Israël. Grand tollé, les dockers bloquent les conteneurs, etc. Ça fait l'actualité, et Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, interrogé, dit « Non, mais de toute façon, la France ne vend pas des armes à Israël, c'est que des simples composants, et de toute façon, c'est censé rentrer en France après, c'est pas à destination des combats et de l'armée israélienne. » Et dans le document que tu as consulté et qu'on a révélé à l'Humanité, Elisabeth, tu dis que non, c'est tout le contraire, que l'armée, que la France vend bien des armes à Israël, et ce depuis longtemps et dans des très grandes quantités. Oui, alors cette enquête, c'est pas moi qui l'ai menée, mais je révèle effectivement le document que une dizaine d'associations ont signé. Alors à l'origine, c'est une association qui s'appelle Progressive International, qui a en fait, faute de pouvoir récupérer des informations côté français, s'est intéressée d'une manière logique aux informations qu'elle pouvait récupérer en Israël. Et là, étonnamment, grâce à la douane israélienne, ces associations, et notamment Progressive International, s'est rendu compte que Israël importait des quantités astronomiques d'armes qui n'étaient absolument pas défensives, mais qui étaient bien au contraire offensives, et ce, en provenance de la France. Alors, évidemment, l'enquête demande d'être approfondie, puisque il faudrait pour ça que la France accepte de faire un peu de transparence sur ses livraisons d'armes, ce qui est loin d'être le cas. Mais en tout cas, le document de ces associations montre que beaucoup d'armes ont été exportées de France vers Israël, des armes offensives, et ce, par voie maritime et par voie aérienne. Alors, on aimerait que M. Lecornu nous explique comment, fort de ce document, et il peut continuer à dire que la France ne vend pas d'armes à Israël, qu'il ne s'agit que de composants qui sont assemblés pour venir étayer le dôme de fer, qui est une arme antimissile israélienne, ou qui sont assemblés en Israël pour être réexpédiés dans d'autres pays. C'est ça la version officielle de la France, ce que dément absolument le document. Plusieurs questions qui me viennent. Tu parles de quantité faramineuse d'armes. Est-ce qu'on a un nombre de palettes, un nombre de tonnes? Ça représente quoi, ces quantités faramineuses? Alors, il y a deux catégories d'armes qui sont acheminées vers Israël. Plus de 15 millions, là je cite le rapport, plus de 15 millions d'articles dans la catégorie bombes, grenades, torpilles, mines, missiles et autres munitions de guerre, d'une valeur de 7 millions d'euros. Et 1868 articles, c'est assez précis, dans la catégorie pièces et accessoires de lance-roquettes, grenades, lance-flammes, artillerie, fusils militaires et fusils de chasse pour une valeur de 2 millions d'euros. Et ces chiffres, encore une fois, sont des chiffres forcément lacunaires, puisque on n'a pas l'ensemble des associations n'ont pas l'ensemble des informations qu'elles souhaiteraient avoir. Oui, parce que justement, tu le disais en préambule, les associations autrices du rapport ont utilisé en fait les données israéliennes, notamment de douane, pour calculer et estimer les armes qui arrivaient pour le prix, etc. Parce qu'en fait, en France, il n'y a pas de transparence parce que tout est caché derrière le secret défense. Est-ce que ce serait possible de briser ce secret défense? Parce que tu dis qu'une enquête serait nécessaire pour aller un peu plus loin, pour vraiment comprendre. Mais est-ce que c'est juste possible, en fait, de passer outre ce secret défense? Alors, pour ça, il faut faire juste une toute petite plongée sur la façon dont en France se passe le commerce des armes. Alors, en France, on a le principe, c'est l'interdiction. On n'a pas le droit d'exporter des armes. Et on le fait quand même à travers des licences qui sont délivrées par le ministère de l'Intérieur après des études. La défense. Après des études qui impliquent ministère des Affaires étrangères, ministère de la Défense, ministère, Bercy, après une étude approfondie. Et donc ces licences sont assorties de conditions, mais le problème c'est que
on n'a pas les moyens de vérifier que ces conditions sont remplies et qu'elles sont couvertes par le secret défense. C'est-à-dire que si jamais une commission d'enquête était mise en place et demandait à des industriels de l'armement de venir témoigner, par exemple, ils pourraient se prévaloir du fait que tout ça est couvert par le secret défense et donc ils ne peuvent rien nous dire. Donc c'est pour ça qu'en France, il y a une opacité absolue sur le commerce des armes et c'est bien ça que ces associations dénoncent. Alors, je peux ajouter une petite chose, c'est que la France, depuis 2014, est signataire d'un traité sur le commerce des armes. Elle a signé et ratifié ce traité. Et ce traité, par ailleurs, interdit tout commerce des armes lorsqu'il y a la connaissance d'un risque que ces armes puissent être utilisées dans un cadre de génocide ou de crime contre l'humanité, entre autres choses. Il me semble que la situation à Gaza est absolument claire de ce point de vue-là et que commercer avec un pays qui est susceptible d'être condamné pour génocide et pour crime contre l'humanité relève là vraiment de l'illégalité la plus totale. Mais bon. Et pour exposer la France elle-même à des poursuites. Tout à fait. Parce que justement, ce que j'allais vous demander, ça veut dire, au vu de ce rapport des ONG, qu'en fait, la France vend des armes à un État qui est en train de perpétrer un génocide à Gaza, et ça veut dire que la France se rend complice de ce génocide assez directement. Dès lors qu'elle a connaissance, et elle ne peut pas l'ignorer, puisque c'est sur la place publique, d'un risque de génocide, elle ne doit pas commercer avec Israël. Et la Convention de l'ONU dit bien que tout État qui pourrait avoir un soupçon de génocide doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher que soit perpétré le crime de génocide. Et de ce point de vue-là, la France n'assume pas les responsabilités qui lui incombent au titre de cette convention. Tout à fait. Et c'est quoi les risques pour la France ? Comment on pourrait faire respecter cette convention, en tout cas dans quelques années, quand l'histoire regardera, quand les historiens regarderont la France et ce qu'elle a fait, quels sont les risques ? Est-ce que la France pourrait être condamnée pour complicité de génocide ? Il y a des risques juridiques. On avait travaillé, c'était l'année dernière, non, c'était même avant le 7 octobre, sur le cas d'une famille palestinienne de Gaza qui, en fait, avait déposé une plainte en France, une plainte qui est en train d'être instruite. En fait, cette famille avait vu sa maison visée par un missile israélien qui avait tué plusieurs de ses enfants. Et en fait, sur ce missile, ils ont ramassé des débris. Et à partir de ces débris, ils ont identifié un composant de fabrication française qui était indispensable en fait au guidage du missile. Et à partir de là, ils ont remonté le fil et ils ont déposé une plainte contre cette entreprise fabriquant ce système de guidage dont était équipé ce missile israélien. Et donc, il y a une plainte qui est instruite en ce moment même en France là-dessus. Donc, il peut y avoir des plaintes déposées devant la justice française, devant la CPI, enfin... devant les tribunaux administratifs aussi. Par exemple, pour le Salon du Bourget. C'est encore... En fait, tout ce qui concerne les armes est extrêmement opaque. Donc, on le sait, la France est un des premiers fabricants d'armes au monde. Donc, qu'est-ce qu'elle en fait ? Elle les vend. Mais là-dessus, règne vraiment une chape de plomb. Alors, par exemple, j'évoque là le salon du Bourget qui va s'ouvrir dans une semaine. Des associations, là encore, ont saisi la justice en référé, c'est-à-dire en urgence, pour demander à ce que les entreprises israéliennes, il y en avait 8 qui avaient été identifiées, ne puissent pas exposer au salon, pour que les entreprises identifiées comme commerçants avec Israël ne puissent pas elles-mêmes avoir un stand, pour empêcher que des dignitaires israéliens se rendent là, parce qu'on sait très bien que ces salons sont des lieux où, en plus, on noue des contacts, donc on va aggraver une situation qui est déjà très grave. Et la justice, hier, a rendu sa décision en disant que... circuler, il n'y a rien à voir. Non, tout ça aura lieu. Donc, les entreprises israéliennes seront les bienvenues. Les entreprises étrangères qui commercent avec elles aussi. Les dignitaires israéliens ne seront pas davantage inquiétés. Tout ça parce qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public, parce que c'est à l'État français de décider. C'est pas à la société justice organisatrice du salon de prendre, finalement, d'assumer
une position qui devrait être celle de l'État français. Et donc, ça aura lieu. Donc, le Salon du Bourget, ça commence la semaine prochaine, lundi, c'est ça ? Ou ce week-end, je ne sais plus. Donc c'est le salon de l'armement. Justement, en parlant d'un salon, dans le papier justement dont tu parles, tu revenais sur Eurosatori, où il y avait un petit peu le même cas de figure qui s'était posé. Ouais. Et comment ça s'était passé à Eurosatori ? Alors là, c'était un petit peu différent. Le salon du Bourget a lieu une fois tous les 2 ans, et puis Eurosatori, donc l'année dernière, se tenait l'année dernière. C'était un tout petit peu différent parce que juste avant la tenue du salon, un bombardement israélien sur des civils avait semé un peu avait semé le trouble au plus haut sommet de l'État. Et donc, les juges avaient, dans un premier temps, estimé que le salon ne devait pas se tenir, ou en tout cas, il y avait eu une condamnation de ça. Mais il n'empêche que le salon avait pu se tenir parce que dans un deuxième temps, la justice avait estimé qu'on ne pouvait pas faire supporter encore une fois à des sociétés privées des positions qui relèvent de l'État. Donc il y avait ce qui est fallacieux parce qu'en fait beaucoup d'entreprises de défense et de sécurité israélienne sont directement liées au ministère israélien de la Défense et ne font rien sans l'imprimature de ce ministère de la Défense. Oui, bien sûr. Donc ça veut dire qu'on invite en France, dans un salon de l'armement, des entreprises très liées à un pouvoir qui est en train de perpétrer un génocide. C'est ça que ça veut dire ? Oui, c'est ça. Et le ON, c'est une société, c'est la SIAE, qui est une société privée, mais qui est en lien très étroit évidemment avec le ministère de la Défense. Comme le sont d'ailleurs toutes les industries de défense. Il y a une vraie coproduction entre les États et les industriels. Et justement, en parlant du ministère de la Défense, est-ce que Sébastien Lecornu a déjà réagi au rapport là, que l'Humanité a révélé hier ? Parce que là, ça paraît assez accablant. Quelle pirouette il va encore pouvoir utiliser pour dire non, vous inquiétez pas, la France circulaire, il n'y a rien à voir À ma connaissance, il n'y a pas eu de réaction officielle. Mais on va voir. Il faut guetter. Je voyais dans le chat quelqu'un qui demandait seulement pour 7 ou 8 millions d'euros, c'est les chiffres que tu donnais. C'est vrai que quand on parle de ce volume d'armes, alors bon, je m'y connais pas très bien en armement, mais ça paraît pas si énorme, entre guillemets. Oui, mais encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ils ont fait avec les données de l'autorité fiscale israélienne, et donc en procédant par tri, c'est-à-dire qu'ils ont, à partir de toutes les importations israéliennes, ils ont sélectionné celles qui correspondaient à des armes et munitions. Et ils ont exclu parmi elles des livraisons à usage domestique. Et donc, au bout de l'entonnoir, on aboutit à ça. Mais il est évident que les exportations sont bien plus volumineuses. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient, mais déjà ça dément de manière absolue les propos de Sébastien Lecornu. Et puis encore une fois, on fait passer des composants pour des marchandises comme des autres, alors que ce que révèle par exemple Disclose, ce sont des pièces détachées qui, assemblées, font des fusils mitrailleurs, ce sont des tubes qui en fait sont utilisés pour des canons. Donc il y a des dénégations qui disent mais non, ces tubes-là ils ont d'autres usages industriels, etc. Mais en réalité, voilà, c'est aussi ça qui rend difficile les enquêtes sur ces sujets, parce que les données dont on dispose en open source sont partielles, parce qu'il y a des dénégations sur les usages finaux de ces produits, etc. Justement, l'enquête de Disclose disait que c'était effectivement des maillons qui servaient à assembler des munitions qui étaient utilisées effectivement dans des fusils mitrailleurs. Et je crois que Disclose disait que, alors je ne sais plus exactement, mais qu'en fait c'était des fusils mitrailleurs qui avaient notamment été utilisés pour commettre des massacres. C'est de la farine. Farine, voilà, c'est ça. Donc il y a un lien quand même très concret. Enfin, on est en droit de se poser quand même des questions assez importantes. Tu disais que si jamais une commission parlementaire s'emparait du sujet, qu'en fait elle n'aurait pas non plus accès, elle ne pourrait pas non plus briser ce secret défense. C'est quand même inquiétant, puisque les parlementaires, avec le pouvoir des rapporteurs, normalement ont des accès, ont des droits, des prérogatives un peu élargies. Ça veut dire que même une commission d'enquête sur l'armement, sur la France qui vend des armes à Israël, même ça, ce serait pas une solution pour essayer de percer cette opacité dont tu parlais ? En tout cas,
ça doit se tenter, tout comme les avocats. Vous savez, il y a beaucoup d'avocats qui saisissent la justice et qui se heurtent à des murs, mais ces murs, à force de les cogner, on va réussir à les lézarder. Donc tous les efforts sont à prendre dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail et il faut pas se décourager. En plus, c'est pas très rémunérateur non plus. Enfin, et puis donc bon, les avocats sont là. Il y a l'opinion publique qui commence à bouger aussi. Vous avez parlé des dockers. Eh ben, les dockers aussi alertent. Il y a le convoi, tout ça réuni, peut-être à un moment donné, fera réaliser aux États qui se disent propres et humanitaires et respectueux des droits de l'homme, etc., qu'il est temps d'en finir avec ce commerce-là. Donc ça veut dire que commission d'enquête, c'est bien, mais ce ne sera pas suffisant, les enquêtes médiatiques, et puis en fait l'opinion publique derrière qui soutient, et que tout ça ensemble, peut-être qu'un jour on finira par percer cette opacité et pour un peu mettre l'État français face à ses contradictions. J'avais une autre question sur le Salon du Bourget. Est-ce que ça peut changer quelque chose, ce document qu'on a révélé? Est-ce que ça va peut-être être un sujet de discussion au Salon du Bourget? Est-ce qu'il y a des opposants qui pourraient venir... comment dire, chahuter, peut-être pas chahuter, mais qui pourrait un peu venir montrer que non, tout le monde n'est pas complice en France. Et est-ce que ça peut avoir un impact sur la tenue du Salon du Bourget, le document des associations? C'est pas à moi de le dire, j'en sais rien, mais je pense qu'effectivement, ça vaut d'autant plus le coup pour nous, médias, d'aller faire traîner nos oreilles dans les stands. Tu vas y aller, toi? Peut-être, je sais pas. En tout cas, vraiment, je pense qu'il faut qu'on se mobilise tous, les médias, la société civile, les associations, les avocats, les magistrats, enfin, qu'on remue cette chape de plomb, quoi. On parlait donc du contexte du Salon du Bourget. Il y a un autre élément important dans lequel s'inscrit cette enquête. C'est le sommet de l'ONU la semaine prochaine qui commence lundi, je crois. Lundi 17. Donc mardi 17. Je crois bien. En tout cas, début de semaine prochaine, dans laquelle Emmanuel Macron va peut-être, mais finalement non, mais en fait peut-être que si, reconnaître l'État de Palestine. Donc voilà, cette enquête s'inscrit aussi dans ce contexte-là et peut-être va aussi, alors on va faire pression, j'en sais rien, mais va contribuer en tout cas à toutes les informations qu'on a et que le gouvernement a pour reconnaître ou pas la Palestine.